Il existe une ville au Mexique où les enfants apprennent à distinguer les types de coups de feu avant d'apprendre à lire. Où les mères enseignent à leurs fils quoi faire quand commence une fusillade dans la rue. Où les funérailles se célèbrent en silence, sans fleurs voyantes, sans pleurs trop audibles, car le deuil visible peut attirer une attention indésirable. Cette ville s'appelle Culiacán. Et quelque part à la périphérie de ses alentours, cette même nuit, un homme qui a ordonné des centaines de meurtres et qui a construit l'un des empires criminels les plus dévastateurs de l'histoire récente, ne peut pas dormir. Il change de lit tous les quelques jours. Il parle avec le minimum de personnes possible. Il regarde ses propres gardes du corps comme s'ils étaient des bombes à retardement. Chaque bruit inattendu le met sur pied. Chaque véhicule inconnu qui ralentit devant sa cachette pourrait être le dernier qu'il verra en liberté. Son nom est Iván Archibaldo Guzmán Salazar, et le monde qu'il a construit autour de son nom s'effondre sur lui. Pour comprendre ce que ce nom signifie aujourd'hui, il faut comprendre ce qu'il signifiait il y a à peine quelques années. Il faut saisir l'étendue réelle du pouvoir qu'il a accumulé, la façon dont il l'a affiché, la vitesse avec laquelle il a cru que cela durerait pour toujours, et la vitesse tout aussi vertigineuse avec laquelle cela a commencé à se désintégrer. Car l'histoire d'Iván Archibaldo n'est pas seulement l'histoire d'un homme acculé, c'est l'histoire de toute une génération du crime organisé qui a cru avoir découvert quelque chose que ses prédécesseurs n'avaient pas compris, qui a commis les mêmes erreurs avec des noms différents et qui paie maintenant le même prix que tous ceux qui les ont précédés. Regardez le tableau tel qu'il est aujourd'hui. Joaquín El Chapo Guzmán, le père d'Iván, le trafiquant de drogue le plus célèbre de l'histoire du XXIe siècle, purge une peine d'emprisonnement à perpétuité plus 30 ans à la prison de haute sécurité de Florence, dans le Colorado. Un homme qui a échappé 2 fois à des prisons mexicaines de haut niveau, qui a corrompu des présidents, des généraux et des policiers, qui a construit des tunnels sous la frontière comme s'il s'agissait d'autoroutes privées, ne peut aujourd'hui pas voir la lumière du soleil sans grillage. Ismael El Mayo Zambada, le cofondateur du cartel de Sinaloa, l'homme qui a dirigé en silence pendant 4 décennies sans avoir jamais été arrêté une seule fois, a été attiré dans un petit avion privé en territoire mexicain et a atterri sur le territoire américain, menottes au poignet. El Mencho, considéré par l'Agence fédérale pour la lutte contre la drogue comme le parrain le plus dangereux de sa génération, est tombé aussi. Rafael Caro Quintero, la légende qui a ordonné l'assassinat d'un agent fédéral américain et qui a resté en liberté pendant des décennies en échappant au gouvernement de 2 pays, a été arrêté et extradé. Ovidio Guzmán López, frère d'Iván, a été arrêté en janvier 2023 lors d'une opération qui a mobilisé plus de 1000 soldats mexicains et a été extradé à Chicago cette même année. Joaquín Guzmán López, un autre de ses frères, a pris un vol privé en juillet 2024 et a atterri sous surveillance fédérale américaine, disposé à collaborer avec les procureurs qui construisent depuis des années l'affaire contre sa propre famille. Et il y a Iván, celui qui reste, le dernier Chapito, en liberté, entouré de ruines. Il faut revenir au début pour comprendre pourquoi cet homme, en ce moment, représente tellement pour le gouvernement américain. Il faut retourner dans les montagnes de Sinaloa, à une famille qui n'était pas riche, mais qui était connectée depuis ses origines au commerce du pavot et de la marijuana, qui circulait depuis des décennies dans ces montagnes, comme un fleuve souterrain. Iván Archibaldo Guzmán Salazar est né en 1983, fils aîné de Joaquín El Chapo Guzmán et d'Alejandrina Salazar Hernández, sa première épouse. Il n'est pas né dans la pauvreté qui a forgé son père. Quand Iván est arrivé au monde, le Chapo escaladait déjà les échelons au sein de l'organisation qui s'appellerait plus tard le cartel de Sinaloa. Iván n'a rien eu à construire de zéro. Il a reçu le nom comme on reçoit une clé. Et cette clé ouvrait des portes que la plupart des gens ne verront jamais dans leur vie. Aux côtés de son frère Jesús Alfredo, connu dans le monde du trafic de drogue sous le surnom de Mochomito, Iván a grandi entouré de la machinerie du cartel. Ils ont rendu visite à leur père dans les prisons mexicaines de La Palma et Puente Grande, et ce qu'ils ont vu lors de ces visites n'était pas un homme humilié par le système. Ils ont vu un homme qui continuait à donner des ordres depuis une cellule, qui recevait un traitement de visiteurs plutôt que de détenus, qui maintenait autour de lui des gardes achetés, ses propres cuisiniers et des communications qui s'échappaient vers l'extérieur comme si les murs n'existaient pas.
Cette image s'est gravée profondément en eux. Le pouvoir, ont-ils appris dès leur plus jeune âge, n'est pas accordé par la liberté physique. Il est accordé par la peur des autres, la loyauté achetée et l'argent qui n'arrête jamais de circuler. Quand le Chapo s'est échappé de Puente Grande en 2001, caché selon la version la plus rapportée dans un chariot du service de blanchisserie, le statut des Guzman n'a fait que croître. Vers le milieu de la première décennie du siècle, Iván opérait déjà au sein du cartel dans des fonctions de logistique et de gestion financière. Il n'était pas encore le visage de rien, mais il apprenait comment tout fonctionne depuis le centre de l'opération. Il avait le nom, il avait l'accès, et il avait l'ambition suffisante pour transformer ces deux choses en vrai pouvoir. En février 2005, ce processus a été interrompu brutalement. La police municipale de Zapopan l'a arrêté à Guadalajara, alors qu'il attendait un associé dans un véhicule. L'arrestation a abouti à des accusations de blanchiment d'argent et à du temps en prison, rien de moins qu'à La Palma, la même prison de haute sécurité que son père avait habité et dominé. Le Chapo a payé ce qu'il fallait payer pour faciliter la sortie, mais la police fédérale l'a arrêté à nouveau avant qu'il ne franchisse la porte. En 2008, il a été condamné à 5 ans. Il a fait appel. Il a gagné. Il a été libéré cette même année. Cette expérience précoce avec le système judiciaire mexicain lui a enseigné quelque chose qui définirait sa façon d'opérer au cours des années suivantes. Elle lui a enseigné que le système peut être plié, que les juges ont un prix, que les procédures ont des failles et qu'un nom avec suffisamment d'argent derrière lui peut contourner des obstacles juridiques qui écraseraient n'importe quel citoyen ordinaire. Ce qu'il ne comprenait pas alors, ce que nul des chapiteaux ne comprendrait jusqu'à ce qu'il soit trop tard, c'était la différence fondamentale entre le système judiciaire mexicain et le système fédéral américain. L'un peut s'acheter. L'autre a passé des décennies à développer une immunité exactement contre ce type d'achat. Vers 2012, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis avait déjà désigné Iván Archibaldo comme lieutenant du cartel de Sinaloa en vertu de la loi Kingpin. Cette désignation a été le premier vrai coup sur un échiquier que les Américains jouent avec une patience de décennies. En 2013, un grand jury fédéral à San Diego a émis des accusations formelles contre lui en même temps qu'Ismael El Mayo Zambada. Les procureurs ne le traitaient pas comme un personnage mineur. Ils le traitaient comme un objectif primaire. Ce détail est important, car il révèle depuis combien de temps ils construisent l'affaire. Ils n'ont pas commencé à le poursuivre quand le Chapo est tombé. Ils ont commencé alors que le Chapo était encore en liberté. L'été 2016 a été le moment où le monde entier a compris que les fils du Chapo avaient décidé de ne pas se cacher. Le Chapo avait été repris et traversait le processus juridique mexicain préalable à son extradition. Le cartel continuait à fonctionner avec la fluidité d'une machinerie bien huilée et les chapiteaux se déplaçaient au Mexique avec une confiance qui frôlait l'imprudence. Iván célébrait ses 33 ans et a choisi de le faire dans l'un des restaurants les plus exclusifs de Puerto Vallarta. Un établissement de luxe en zone touristique fréquenté par des gens fortunés, des touristes internationaux et ce que l'on appelle au Mexique la classe supérieure qui préfère ne pas poser de questions inconfortables. Il a amené son frère Jesús Alfredo. Il a amené 4 autres personnes de son entourage. Il y avait du champagne, il y avait de la musique, et il y avait la conviction profonde que personne dans ce monde ne pouvait les toucher. Puis le cartel Jalisco Nueva Generación est entré. En plein jour, dans une zone touristique, devant des témoins, des pistoleros du cartel Jalisco Nueva Generación ont enlevé Iván, son frère et les 4 accompagnants. Ils les ont kidnappés. Les fils de l'homme le plus célèbre du trafic de drogue mexicain ont été sortis d'un restaurant de luxe comme s'ils n'étaient rien. Ça a été l'un des actes d'agression entre organisations criminelles les plus audacieux dont on ait enregistrement dans l'histoire récente du crime organisé latino-américain. Le message n'était pas dirigé seulement vers les chapiteaux. Il était dirigé vers toute l'industrie, vers tous ceux qui croyaient que certains noms opéraient sous une protection divine. Une semaine plus tard, tant l'Agence fédérale pour la lutte contre la drogue que des sources proches de la famille ont confirmé qu'Iván et Alfredo avaient été libérés. Les conditions de l'accord n'ont jamais été rendues publiques. Elles ne le seront probablement jamais. Mais ce que cet épisode a clairement établi était quelque chose qu'aucune chanson de narcocorridos ne pouvait démentir. Le nom Guzman n'était pas un bouclier, c'était une cible.
Cet enlèvement a transformé Ivan. Il ne l'a pas rendu plus prudent, bien que cela aurait pu être dû l'être. Cela l'a rendu plus agressif, plus déterminé à prouver que les Chapitos n'étaient pas une force qu'on pouvait enlever lors d'une fête d'anniversaire et continuer à marcher. Et quand le Chapo a été extradé aux États-Unis en janvier 2010 à 7 et finalement condamné en 2010 à 9, après un procès qui a exposé au monde la corruption systémique de l'État mexicain, Ivan et ses frères se sont trouvés confrontés au choix qui définit les hommes dans ce monde, reculer vers l'ombre ou avancer vers le centre de l'échiquier. Ils ont avancé. Ce que les Chapitos ont construit après la chute définitive de leur père n'a pas été une simple continuation de l'héritage. Ça a été une transformation radicale du modèle commercial qui a transformé le cartel de Sinaloa en quelque chose de qualitativement différent et exponentiellement plus mortel. L'ère du Chapo avait été une ère de cocaïne, de tunnels sophistiqués sous la frontière, de corruption institutionnelle à grande échelle et d'une structure pyramidale qui fonctionnait largement avec la discrétion comme principe opérationnel. Les Chapitos ont regardé ce modèle et ont décidé que l'avenir était différent. Le fentanyl a tout changé. Les drogues synthétiques, spécifiquement le fentanyl et la méthamphétamine produits dans des laboratoires clandestins à Sinaloa avec des précurseurs chimiques importés de Chine, représentaient une opportunité commerciale sans précédent historique. Le rapport entre le coût de production et la marge bénéficiaire était radicalement supérieur à toute culture naturelle. Vous ne dépendez pas de la météorologie, vous ne dépendez pas des cycles agricoles, vous n'avez pas besoin de décennies de relations avec des producteurs colombiens ou péruviens. Vous pouvez fabriquer le produit vous-même, sur votre propre territoire, et le distribuer à travers des canaux déjà établis vers un marché américain qui, pour des raisons complexes, allant de la crise des opioïdes prescrits à le chômage structurel et à l'abandon social de communautés entières, absorbait du fentanyl avec une demande qui croissait année après année. Les Chapitos ont construit des laboratoires à Culiacán. Ils ont établi des chaînes d'importation de précurseurs. Ils ont développé des réseaux de distribution de la frontière vers l'intérieur des États-Unis à travers des cellules qui opéraient de manière compartimentée dans des villes des deux côtes et de l'intérieur du pays. L'Agence fédérale pour la lutte contre la drogue finirait par décrire l'opération des Chapitos comme la chaîne de trafic de fentanyl la plus prolifique et destructrice de la planète. Ce n'était pas de la rhétorique politique, c'était la conclusion de années de recherche forensique financière et de renseignements sur le terrain. Chaque comprimé de fentanyl qui franchissait la frontière portait avec lui la possibilité de tuer. Car le fentanyl synthétique de laboratoire ne vient pas en dose standardisée avec le niveau de pureté contrôlé qui proviendrait d'une pharmacie. Il vient en quantité qui varie d'un comprimé à l'autre, mélangé à d'autres composés, distribué sur un marché où les consommateurs n'ont aucun moyen de savoir combien ils prennent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le résultat a été une épidémie de surdose qui a dépassé en nombre de morts n'importe quel conflit armé que les États-Unis aient mené depuis la Seconde Guerre mondiale. 100 000 Américains morts de surdose en une seule année, un chiffre qui s'est répété et qui a continué à se répéter. Cela a transformé l'affaire contre les Chapitos en quelque chose de qualitativement différent de toute affaire de trafic de drogue antérieure. Ce n'était pas seulement une question d'application de la loi. C'était une crise de santé publique avec des conséquences politiques massives et avec une pression sur le Congrès, sur l'exécutif et sur les procureurs fédéraux qui n'avaient pas de précédent dans l'histoire de la lutte contre la drogue. Et tandis que cela se produisait, les Chapitos ont fait quelque chose que leurs prédécesseurs n'avaient jamais fait à cette échelle. Ils se sont rendus visibles. La marque Chapitos a été un phénomène culturel aussi réel que n'importe quel phénomène de marketing conçu par une agence de publicité. Des réseaux sociaux remplis d'images de voitures de luxe, avec des plaques personnalisées, des vêtements de designers importés d'Europe, un armement qui semblait sorti d'un film d'action à gros budget, des fêtes dans des propriétés qui ressemblaient davantage à des ressorts privés qu'à des maisons, des corridos commandés aux musiciens les plus populaires du genre pour qu'ils chantent leurs noms et leurs exploits. Les Chapitos ont non seulement construit un empire criminel, ils ont construit une identité culturelle qui aspirait à devenir un modèle pour une génération. Leurs associés sont devenus des figures avec des followers sur les réseaux sociaux. Le narco-influenceur,
Le phénomène de personnes proches du cartel qui documentaient le style de vie sur des plateformes numériques sans aucune discrétion a atteint son apogée pendant l'ère Chapitos. Et cette visibilité avait sa logique interne. Elle projetait du pouvoir, elle attirait des loyautés. Elle envoyait un message au marché du recrutement que d'être du côté des Chapitos signifiait participer à quelque chose qu'on voyait, qu'on entendait et qu'on célébrait. Mais la visibilité, comme toute arme à double tranchant, coupe dans les deux directions. Chaque image publiée sur les réseaux sociaux était du renseignement. Chaque corrido avec des références géographiques était un point de données. Chaque influenceur connecté à l'entourage des Chapitos était un fil que les agences de renseignement pouvaient tirer vers quelque endroit. Le département du Trésor a fini par sanctionner des dizaines de figures des réseaux sociaux sinalois en vertu de la loi Kingpin. Les unités de renseignement financier ont suivi les mouvements d'argent à travers les plateformes numériques et les ont reliés à des comptes liés à l'organisation. Ce que les Chapitos croyaient être leur plus grand atout culturel, cette visibilité qui les rendait puissants dans l'imaginaire collectif, s'est transformé en l'un des vecteurs les plus productifs de collecte de renseignements que le gouvernement américain ait jamais eu contre une organisation de trafic de drogue. Le contraste avec Ismael El Mayo Zambada est révélateur jusqu'au point d'être douloureux. El Mayo a dirigé le cartel de Sinaloa dans l'ombre pendant 40 ans. Il n'accordait pas d'entretien. Il n'apparaissait pas dans des photographies qui circulent publiquement. Il n'avait de présence sur aucun réseau social. Il n'assistait pas à des fêtes dans des zones touristiques. Il ne commandait pas de corridos sur sa personne. El Mayo était une ombre, et cette ombre a été pendant des décennies sa meilleure protection. Quand il a finalement tombé, ce n'est pas parce que le gouvernement l'a trouvé, c'est parce que quelqu'un de son entourage le plus proche l'a livré. Jusqu'à ce moment, sa discipline opérationnelle l'avait maintenu intouchable. Les Chapitos ont fait exactement le contraire, et maintenant ils vivent dans les conséquences. Le 10 à 7 octobre 2010 à 9 est une date qu'aucun analyste de sécurité, aucun correspondant du crime organisé et aucun officiel du renseignement de deux pays n'oubliera tant qu'il vivra. Les forces de sécurité mexicaines ont arrêté Ovidio Guzmán López à Culiacán. Ce n'était pas une opération clandestine. C'était une arrestation dans une propriété identifiée avec suffisamment de préavis pour l'exécuter. Mais les Chapitos avaient prévu exactement ce scénario. En quelques heures, des centaines d'hommes armés dans des véhicules blindés ont pris les rues de la ville. Ce n'était pas une démonstration, c'était une occupation. Des lance-grenades pointaient vers des installations militaires. Des convois de camionnettes armées bloquaient les grandes avenues. Les complexes résidentiels où résidaient les familles des soldats ont été encerclés, avec les familles à l'intérieur, comme garantie explicite de ce qui se passerait si l'armée ne se rendait pas. Des soldats capturés, des quartiers entiers sans contrôle gouvernemental. Le chaos a été si total, si overwhelmingly coordonné, que le président Andrés Manuel López Obrador a pris la décision de libérer Ovidio. Il a ordonné de le relâcher. Un État souverain a libéré un présumé trafiquant de drogue capturé lors d'une opération légitime, parce que l'organisation de cet homme avait démontré qu'elle pouvait prendre une ville en otage. Les Chapitos ont célébré la bataille de Culiacán comme une victoire, et en un sens, c'en était une. Ils avaient démontré qu'ils avaient une capacité de feu suffisante pour forcer la reddition d'un gouvernement. Mais ils avaient aussi montré leur carte de la manière la plus complète possible. Le gouvernement des États-Unis a observé les images de Culiacán, a lu les rapports de renseignement et est arrivé à une conclusion sans nuance. Ces hommes ne pouvaient pas continuer à opérer. Ce fut le vrai point d'inflexion. Pas la chute du Chapo, pas les années de recherche préalables. La bataille de Culiacán a été le moment où la persécution des Chapitos est devenue une priorité institutionnelle de premier niveau pour l'Agence fédérale pour la lutte contre la drogue, pour le département de la justice et pour l'appareil de renseignement fédéral dans son ensemble. En janvier 2023, le gouvernement mexicain a démontré qu'il avait appris la leçon de 2010 à 9. La deuxième tentative de capture d'Ovidio Guzmán López a été une opération d'une échelle sans précédent dans l'histoire récente de la lutte contre la drogue au Mexique. Plus de 1000 soldats mobilisés. Coordination entre différentes branches des forces armées. Hélicoptères militaires au-dessus de Culiacán. Blocage préalable des routes d'évasion identifiées par le renseignement.
Cette fois, le gouvernement n'a pas cédé quand les chapiteaux ont répondu par la violence. Cette fois, il s'est maintenu. Ovidio a été capturé. Il a été extradé à Chicago en avril, en 2023. Et en juillet 2025, il s'est déclaré coupable d'accusations de trafic de drogue devant un tribunal fédéral. La première grande pièce de l'échiquier s'est effondrée de manière définitive. En avril cette même année 2023, un grand jury fédéral du district nord de l'Illinois a émis une accusation qui comprenait les 4 frères Chapiteau simultanément. Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio et Joaquín. Les accusations comprenaient le leadership d'une entreprise criminelle continue, la conspiration pour importer du fentanyl en quantité bien supérieure à tout seuil juridique, la possession d'armes automatiques en rapport avec le trafic de drogue et la conspiration pour commettre un meurtre. Ce n'était pas une accusation de trafic de drogue. C'était une déclaration de guerre juridique complète, le type d'accusation fédérale qui, lorsqu'elle arrive à procès, accumule des décennies de condamnation pour chaque accusation individuelle. Ce même mois, le district sud de New York a retourné une accusation séparée qui pointait spécifiquement vers Iván. À ce moment, il avait des accusations formelles accumulées en Californie, Illinois et New York. 3 juridictions fédérales distinctes, de multiples agences travaillant l'affaire simultanément. Une adresse e-mail publiée sur la page officielle des récompenses du département d'État, dédiée exclusivement à la réception d'informations sur son paradis, et une récompense de 20 millions de dollars. 20 millions, 4 fois la somme qui était offerte pour son père quand il était le trafiquant de drogue le plus recherché du monde. Ce chiffre dit tout ce qu'il y a à dire sur le niveau de priorité. Le 25 juillet 2024 a été le jour qui a irrévocablement changé l'équilibre des pouvoirs au sein du cartel de Sinaloa et celui qui a laissé Iván Archibaldo dans la position la plus exposée de sa vie. Joaquín Guzmán López, son propre demi-frère, l'homme qui avait opéré côte à côte avec Iván pendant les années de plus grande expansion de l'Empire Chapitos, a monté à bord d'un avion au Mexique avec une destination que ses associés ne connaissaient pas. Dans ce même vol, voyageait Ismael El Mayo Zambada, cofondateur du cartel. El Mayo déclarerait plus tard qu'il avait été kidnappé, qu'on l'avait amené à ce vol sans son consentement ni son accord. Quelle que soit la version exacte des faits, le résultat est incontestable. El Mayo a atterri à El Paso, Texas, avec les menottes. Joaquín a été placé sous la garde fédérale et a commencé à coopérer avec les procureurs. Arrête-toi un moment et pense à ce que ce jour a signifié pour Iván Archibaldo en termes concrets et personnels. Son frère, l'homme qui connaissait les itinéraires de distribution, les noms des intermédiaires financiers, les structures des sociétés écrans, les comptes à l'étranger, les alias des coordinateurs de sécurité, les protocoles de communication interne et les emplacements des laboratoires, cet homme était maintenant assis devant les procureurs fédéraux, répondant à des questions. Chaque chose que Joaquín racontait, et sans doute racontait-il beaucoup de choses, parce que les accords de coopération sont signés en échange d'informations réelles et vérifiables, allait directement aux dossiers actifs des procureurs à Chicago, New York et San Diego, qui construisent depuis plus d'une décennie l'affaire contre Iván. Mais les conséquences immédiates du 25 juillet 2024 ne se limitaient pas au système judiciaire. La trahison perçue de Joaquín, qui avait livré El Mayo, cofondateur du cartel et figure d'autorité générationnelle pour toute la structure, a déclenché quelque chose qu'aucun des chapiteaux n'avait correctement calculé dans ses scénarios de risque. Cela a déclenché une guerre. La faction du cartel fidèle à la famille Zambada, connue sous le nom de Maïza et dirigée par Ismael Zambada Siqueiros, El Maito Flaco, a déclaré la guerre aux chapitos, pas de manière rhétorique, de manière littérale, dans les rues de Culiacán, dans les municipalités rurales de Sinaloa, sur les routes qui relient les bastions de chaque faction, a commencé un conflit armé entre des structures qui, jusqu'à quelques semaines avant, avaient opéré sous le même parapluie organisationnel. Vers 2025, entrant en 2026, cette guerre avait généré près de 3000 morts à Sinaloa, 3000 personnes. Un chiffre qui ne correspond pas seulement à des sicaires et aux opérateurs du cartel. Il correspond aussi à des personnes qui vivaient dans les mauvais quartiers, qui conduisaient les mauvais véhicules, qui connaissaient les mauvaises personnes sans avoir choisi d'être dans l'un ou l'autre camp. Des communautés entières déplacées,
des commerces fermés, des écoles fermées pendant des semaines, des familles qui avaient vécu dans le même quartier pendant des générations fuyant vers d'autres États sans autre raison que l'enfer qui brûlait dans leurs rues. Pour Ivan spécifiquement, cette guerre représente le pire scénario possible au pire moment possible. Devoir combattre sur un front externe, avec toutes les ressources militaires et humaines que cela nécessite, précisément au moment où le front interne, la structure de sécurité, les opérateurs financiers et le cercle de confiance se désintégraient par des arrestations, des trahisons et des éliminations préventives. La chronologie de la destruction de l'entourage immédiat d'Ivan Archivaldo au cours des 2 années précédentes, cette narration est l'histoire d'un homme à qui on enlève les étés un par un jusqu'à ce que le bâtiment se tienne uniquement par l'inertie. El Nini, dont le vrai nom est Néstor Isidro Pérez Salas, était le chef de sécurité le plus connu des Chapito, une figure tellement associée à l'organisation que son nom apparaissait dans les analyses de renseignements et les rapports journalistiques avec la régularité d'un fonctionnaire public. Il a été arrêté en 2023 et extradé aux États-Unis en 2024. Son remplaçant dans le rôle de coordination de sécurité, connu sous le nom de Peu, est tombé en septembre 2024 à Culiacán avec 6 associés armés. El Güerito, opérateur financier central de la structure Chapitos, a été capturé en février 2025. El Dochentos, coordinateur de sécurité qui avait remplacé les figures antérieures, a été arrêté cette même semaine. El Panu, l'homme responsable de la protection personnelle directe d'Ivan, considéré comme l'un de ses collaborateurs les plus proches, a été éliminé en 2025. Au début de 2026, le beau-père d'Ivan et son beau-frère ont aussi chuté. Ce n'est pas une liste de pertes accidentelles, c'est la carte complète d'une structure de sécurité qui a été systématiquement démantelée. Chaque nom sur cette liste était une personne qui connaissait les mouvements d'Ivan, qui gérait des aspects de sa sécurité opérationnelle, qui le connectait au monde extérieur depuis l'isolement dans lequel il vit. Chaque arrestation élimine un nœud du réseau. Chaque nœud éliminé rend le suivant plus visible, et le suivant après celui-ci. Le journaliste et expert en crime organisé José Luis Montenegro, ayant accès à des sources intégrées dans l'entourage des Chapitos, a rapporté au début de 2025 qu'Ivan aurait pu être livré lui-même certaines de ces personnes après avoir détecté des fuites et des signes de trahison au sein de son cercle, qu'il préférait éliminer les siens avant que le gouvernement puisse les utiliser contre lui. Pense à ce que cela signifie du point de vue opérationnel et psychologique. Si tu détruis ton propre réseau de confiance pour éviter qu'il ne devienne un réseau de renseignement contre toi, tu es essentiellement en train de faire le travail du gouvernement pour lui. Chaque personne que tu élimines par précaution est un nœud de ta propre structure qui disparaît. Chaque personne que tu arrêtes ou à qui tu livres est une preuve de plus que le cercle de personnes qui peuvent te protéger et t'aider à opérer rétréci sans arrêt. La paranoïa qui, en un sens, est une réaction rationnelle à une situation réelle, finit par détruire l'organisation de l'intérieur avec plus d'efficacité que n'importe quelle opération de renseignement extérieur. En février 2025, l'armée mexicaine a exécuté une opération significative dans le quartier de Tierra Blanca de Culiacán, directement ciblant Ivan Archivaldo. L'opération a été large et coordonnée avec plusieurs unités. Selon le journaliste Montenegro, qui a couvert les événements avec accès à des sources proches de la situation, Ivan était dans le bâtiment quand les forces militaires sont arrivées. Il a reçu l'avertissement de l'opération approximativement 1 heure avant qu'elle ne soit exécutée, à travers son cousin Aziel Abdiel Guzmán Haro, connu sous le nom de El Gabacho. Un échange privé postérieur, qui selon Montenegro a été divulgué aux journalistes, montrait Ivan affirmant avec un mélange d'arrogance et de soulagement que ces gens ne l'attraperaient pas ce jour-là. Et ils ne l'ont pas attrapé. Il s'est échappé à travers un tunnel qui mesurait approximativement 700 mètres de longueur, avec un éclairage intérieur, suffisamment large pour qu'une personne puisse se déplacer droit sans difficulté. Le tunnel reliait le bâtiment, où il se trouvait, à une propriété inoccupée à suffisante distance pour être considéré comme une sortie sûre, où l'attendait un véhicule avec des vitres teintées et des hommes armés. Le Wall Street Journal a confirmé l'évasion dans un reportage publié en mai 2025. Le secrétaire à la sécurité publique mexicain, Omar García Harfuch,
a affirmé publiquement que les objectifs primaires de cette opération avaient été El Doscientos et El Güerito, tous deux capturés cette même semaine, et qu'il n'y avait aucune preuve qu'Ivan se soit spécifiquement échappé de cette localité. Le tunnel a été trouvé. L'infrastructure était réelle et avait été construite avec suffisamment de préavis pour démontrer que ce n'était pas une réaction improvisée à l'opération. Ivan n'était pas en garde à vue quand le jour s'est terminé. L'écho avec l'histoire familiale est impossible à ignorer. El Chapo a construit le tunnel le plus célèbre de l'histoire du trafic de drogue sous la prison d'Altiplano en 2015, plus d'1 kilomètre d'excavation sophistiquée qui a pris des mois pour se compléter et que son peuple a construit tandis qu'il attendait le moment exact. Les Guzman n'héritent pas seulement du nom, ils héritent des méthodes. La famille qui a construit une infrastructure d'évasion souterraine comme stratégie de survie générationnelle. Mais il y a une différence cruciale entre le tunnel d'Altiplano et celui de Tierra Blanca. Le premier a été une opération de sauvetage active, un effort de très grande envergure pour libérer un homme qui était emprisonné. Le second a été une sortie d'urgence préventive, construite à l'avance dans une maison de sécurité, précisément parce que celui qui l'habite anticipe qu'à n'importe quel moment, il peut avoir besoin de disparaître en moins d'1 heure. Cette différence dit tout sur la nature actuelle de la liberté d'Ivan Archibaldo. Ce n'est pas la liberté d'un homme qui dirige un empire, c'est la liberté d'un homme qui s'évade. Il y a une dimension de cette histoire qui est rarement mentionnée dans les analyses centrées sur les aspects juridiques et opérationnels, mais qui est fondamentale pour comprendre l'ensemble. C'est la dimension humaine de l'effondrement. Les évaluations psychologiques réalisées lors de la détention d'Ivan en prison en 2005 le décrivaient comme un homme ayant une intelligence aiguë, des capacités organisationnelles réelles, mais une tolérance extrêmement basse à la frustration, une tendance aux explosions violentes sous la pression intense et un besoin marqué de contrôle sur son environnement immédiat. Ce sont des caractéristiques qui fonctionnent différemment en temps d'abondance et de domination qu'en temps d'acculement et d'érosion progressive de ce contrôle. Quand tu as le pouvoir, la basse tolérance à la frustration s'exprime comme décision, comme vitesse dans la prise de décision, comme volonté d'agir quand d'autres hésiteraient. Quand tu es acculé, ces mêmes caractéristiques produisent des réactions qui amplifient le danger au lieu de le réduire. L'élimination de personnes proches pour soupçon de trahison. Les décisions opérationnelles prises par la peur au lieu de par le calcul. L'incapacité à déléguer car la confiance s'est érodée jusqu'au point où n'importe qui à tes côtés est potentiellement une menace. L'image qui émerge des rapports de renseignement et des témoignages journalistiques des personnes ayant accès à la situation à Culiacán n'est pas celle d'un seigneur de la guerre qui dirige son organisation d'une main ferme. C'est celle d'un homme qui n'a pas bien dormi depuis des mois, qui change de localisation avec une fréquence qui épuise même ses propres gardes du corps, qui gère une guerre interne contre la Maïsa de manière réactive parce qu'il n'a plus suffisamment de capacité d'initiative stratégique pour le faire autrement, et qui prend des décisions sur ses propres collaborateurs basées davantage sur la paranoïa que sur les preuves. Cela ne rend pas Ivan Archibaldo moins dangereux. Un homme dans cet état est toujours capable d'ordonner des meurtres avec un message texte, contrôle toujours des laboratoires et des routes qui distribuent du fentanyl dans les villes des États-Unis, reste toujours l'objectif de la plus grande chasse aux primes dans l'histoire récente du département d'État américain. Mais cela change fondamentalement la nature du pouvoir qu'il exerce. Ce n'est pas le pouvoir d'un souverain, c'est le pouvoir résiduel d'une structure qui fonctionne toujours malgré que la personne qui en théorie la dirige ne puisse plus la contrôler pleinement. L'argent mérite une réflexion séparée, car c'est l'argument que les gens utilisent le plus fréquemment pour justifier le scepticisme sur la chute éventuelle d'un homme comme Ivan Archibaldo. L'argument dit, approximativement, qu'avec des milliards de dollars en revenus annuels, personne ne tombe s'il ne veut pas tomber. Que l'argent achète tout, y compris la protection que l'État est censé offrir en échange de rien. Cet argument ignore quelque chose de fondamental sur le fonctionnement des désignations en vertu de la loi Kingpin et des sanctions du Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis. Les désignations accumulées depuis 2012 et élargies à plusieurs reprises au cours des années suivantes ne gèlent pas seulement les actifs au sein de la juridiction américaine. Elles mettent effectivement toute institution financière du monde
qui souhaite maintenir l'accès au système dollar dans le dilemme de choisir entre traiter les transactions liées aux chapiteaux ou maintenir sa présence sur le marché financier mondial. Il n'y a aucune banque européenne, aucune banque asiatique, aucune institution financière d'aucun pays qui opère avec des dollars qui va risquer sa licence, son accès à la réserve fédérale et sa réputation réglementaire pour l'argent du trafic de drogue. La réponse à ce dilemme est toujours la même. Les canaux informels, les courriers humains qui transportent des espèces en mallettes, les achats de biens immobiliers à travers des prête-noms, les investissements dans des entreprises locales qui fonctionnent comme des blanchisseries d'argent, les comptes en crypto-monnaie, sont tous sous enquête active et simultanée par la division des opérations financières de l'Agence fédérale pour la lutte contre la drogue, le réseau d'application des crimes financiers du département du Trésor et les agences homologues dans plusieurs pays. Et les frères sous garde américaines parlent. Ovidio s'est déclaré coupable et a signé des accords qui incluent des révélations financières obligatoires. Joaquin coopère avec les procureurs et chaque détail qu'il fournit sur l'architecture financière des chapiteaux, des comptes spécifiques, des structures d'entreprise, des noms de prête-noms et des mécanismes de transfert international arrive directement aux équipes travaillant l'affaire contre Ivan. Les procureurs construisant cette affaire en savent aujourd'hui plus sur la façon dont l'argent des chapiteaux se déplace qu'à n'importe quel moment de l'histoire, précisément parce que les personnes qui ont conçu ces mécanismes répondent à des questions dans des salles d'interrogatoire fédérales. L'argent de l'opération continue de circuler, mais la capacité de le convertir en richesse réelle, en actifs immobiliers, en investissements qui peuvent être hérités ou utilisés pour acheter une protection politique à grande échelle, cette capacité se rétrécit chaque mois qui passe. L'argent qui ne peut pas circuler ne protège personne. C'est simplement un nombre dans un registre que quelqu'un, à un moment donné, ira chercher. Chaque grande figure du crime organisé que le gouvernement des États-Unis a désigné comme objectif prioritaire au cours des 30 dernières années s'est retrouvée dans l'un des 3 endroits. Mort, extradé ou réduite au silence dans une prison mexicaine sans pouvoir réel qui lui reste. El Chapo, à Florence, Colorado, sans possibilité de libération conditionnelle. El Mayo, sous garde fédérale en attente d'un procès dont les accusations équivalent effectivement à une peine d'emprisonnement à perpétuité. El Mencho, en détention. Rafael Caro Quintero, extradé en 2022 après des décennies de fuite. Le modèle n'admet pas d'exception. La liste des hommes qui ont évité le gouvernement fédéral américain de manière définitive est, à toute fin pratique, vide. Pour Iván Argivaldo, l'architecture juridique déjà établie ne laisse aucune marge d'interprétation sur le résultat s'il est un jour amené devant un tribunal américain. Les accusations de diriger une entreprise criminelle continue entraînent une peine d'emprisonnement à perpétuité obligatoire selon les directives fédérales de détermination de la peine. Les accusations de trafic de fentanyl, de possession d'armes automatiques en rapport avec le trafic de drogue et de conspiration pour commettre un meurtre s'accumulent sur cela. Si un jour il s'assoit sur ce banc, il passera le reste de sa vie dans une cellule. Ce qui rend sa situation unique par rapport à celle de son père est l'absence de la mythologie protectrice qui a maintenu El Chapo au centre de l'attention publique pendant si longtemps. L'histoire d'El Chapo avait un arc littéraire reconnaissable. L'enfant sans chaussures de Badiraguato, qui s'est devenu l'homme le plus recherché de la planète, qui s'est échappé 2 fois de prison de haute sécurité, qui a été interviewé par des actrices hollywoodiennes dans la jungle, qui a plié des généraux et des présidents, qui a construit un système de tunnels sous la frontière qui a pris des décennies à identifier complètement. C'était une histoire avec une dimension épique, bien que profondément criminelle. Iván a toujours vécu dans cette ombre. Il a opéré davantage comme gestionnaire et coordinateur que comme légende. La culture des Chapitos a été réelle et puissante pendant quelques années, mais n'a pas la profondeur historique ni la résonance narrative qui a protégé El Chapo. Et à mesure que la guerre avec la Maïza se prolonge, à mesure que les morts à Sinaloa s'accumulent en nombre qui dépassent déjà ceux de nombreux conflits armés reconnus, la légitimité populaire que les cartels cultivent généralement dans leur communauté d'origine, à travers des programmes sociaux, l'investissement dans les infrastructures locales et la dépendance économique s'érodent à une vitesse qu'aucun corrido ne peut compenser. Tu ne peux pas maintenir la loyauté d'une communauté quand tu fais de ses rues un champ de bataille.
Il est important de parler de l'impact réel de tout cela sur Sinaloa, car les grands récits sur le crime organisé perdent parfois de vue les personnes qui n'ont pas choisi d'être dans l'histoire, mais qui la vivent de toute façon. Culiacán est une ville avec des universités, des hôpitaux, des familles qui ont passé des générations à construire des vies ordinaires autour de l'agriculture, du commerce et des services. L'économie sinaloenne a des secteurs légitimes et vibrants qui n'ont aucune connexion avec le trafic de drogue. Mais la violence ne respecte pas ses frontières. Quand la guerre entre les Chapitos et la Maïza a atteint ses niveaux les plus élevés, il y a eu des semaines où les écoles ont fermé par précaution, des marchés qui ont suspendu l'activité, des voisins qui ont trouvé des cadavres dans les rues de leur colonie et qui ont dû décider s'il fallait appeler les autorités ou non, car la mauvaise décision dans ce calcul pouvait avoir des conséquences mortelles. Les personnes déplacées par la violence sont invisibles dans les rapports de renseignement et dans les dossiers judiciaires fédéraux. Elles n'apparaissent pas dans les accusations du district nord de l'Illinois. Elles ne sont pas nommées dans les accusations du district sud de New York. Mais elles sont le prix humain le plus direct de ce que les Chapitos ont construit et de la guerre qu'ils ont déclenchée en perdant le contrôle des relations internes du cartel. Ce sont des familles qui ont quitté leur maison avec ce qu'elles pouvaient transporter, parce que rester était trop dangereux, sans que personne ne leur demande ce qu'elles voulaient, sans qu'aucun tribunal ne les nomme et sans qu'aucun corrido ne s'en souvienne. C'est l'héritage réel des Chapitos dans leur propre terre, pas les voitures de luxe, pas les fêtes à Puerto Vallarta, mais les communautés détruites par une guerre qui a commencé dans une réunion d'affaires qui s'est mal déroulée dans un aéroport en juillet 2024. La question de quand cette histoire se termine pour Iván Archibaldo, spécifiquement, est celle que tout le monde pose, et que personne ne peut répondre avec précision. Les fugitifs durent ce que dure l'espace qui leur reste pour se cacher. Et cet espace se mesure en personnes de confiance, en argent opérationnel, en renseignements sur les mouvements du gouvernement, et en chance, qui a toujours une composante qui échappe à tout calcul rationnel. Mais il y a une mathématique de l'inévitabilité qui opère dans ce type de situation et que l'histoire du crime organisé documente avec une cohérence qui n'admet pas beaucoup d'exceptions. Chaque chef de sécurité qu'Iván a eu est mort ou en détention. Ses opérateurs financiers sont tombés, ses frères sont sous garde fédérale, son cercle de confiance se réduit chaque mois. Son organisation est en guerre avec une faction rivale qui drague les ressources, le personnel et l'attention au moment le plus inopportun. Le gouvernement américain a ses dossiers actifs dans plusieurs juridictions. Le département d'État offre 20 millions de dollars pour des informations sur son paradis. Son propre frère parle au procureur. Le journal, The Wall Street Journal, dans son reportage de mai 2025 sur l'opération à Tierra Blanca, a décrit Iván Archibaldo comme un homme qui opère dans un état d'isolement quasi total, qui communique à peine directement avec la structure du cartel et qui prend des décisions de façon de plus en plus réactive. Cette description ne correspond pas à celle d'un homme contrôlant un empire. Elle correspond à celle d'un homme qui essaye de ne pas être capturé, tandis que le monde qu'il a construit continue à fonctionner par inertie autour de lui. La récompense de 20 millions de dollars mérite une réflexion finale car elle dit quelque chose qui va au-delà du cas spécifique. 20 millions est une somme qui peut changer la vie de n'importe quelle personne qui a accès à des informations pertinentes. C'est une somme suffisante pour acheter la loyauté de quelqu'un qui à un autre moment ne vendrait pas cette loyauté. C'est une somme qui transforme n'importe quelle personne qui sait quelque chose sur le paradis d'Iván Archibaldo en agent potentiel du gouvernement américain chaque fois qu'elle examine sa situation économique. Dans un environnement où la guerre interne a détérioré les loyautés et où les arrestations successives ont créé une chaîne de personnes qui n'ont rien à gagner en le protégeant, 20 millions de dollars est un argument qui n'a pas besoin de convaincre beaucoup de gens. Il a besoin d'en convaincre un. L'histoire d'Iván Archibaldo Guzmán Salazar nous dit quelque chose sur le crime organisé de haut niveau qui est plus profond que la narration d'un homme acculé. Elle nous dit ce qui se passe quand une organisation décide que la taille et la visibilité sont des substituts à la stratégie et à la discipline opérationnelle. El Chapo a cru que l'argent et la corruption étaient une immunité permanente. El Mayo a démontré pendant 40 ans que la discrétion était le meilleur bouclier. Les Chapitos ont cru que l'échelle industrielle du fentanyl et la culture de la visibilité publique
les protégerait d'une manière qu'aucune des générations précédentes n'avait réalisée. Ils ont construit l'opération de trafic de drogue synthétique la plus destructrice de l'histoire. Ils ont généré des revenus qui dépassent le produit intérieur brut de pays entiers. Ils ont forcé la reddition d'un gouvernement en pleine lumière devant les caméras du monde. Et ils ont cru que tout cela était suffisant pour que les règles qui avaient détruit leurs prédécesseurs ne s'appliquent pas à eux. Ce n'étaient pas les mêmes règles, c'était exactement les mêmes règles, seulement appliquées avec plus d'informations, plus de budget, plus de coordination internationale et plus de pression politique que jamais auparavant dans l'histoire de la lutte contre la drogue. La crise du fentanyl a tué 100 000 Américains en une seule année. Ce n'est pas un nombre que le système politique des États-Unis peut ignorer. C'est une urgence nationale qui génère la demande d'une réaction institutionnelle, d'une intensité qu'aucune somme d'argent ne peut entièrement neutraliser. La pression politique sur le département de la justice, sur l'Agence fédérale pour la lutte contre la drogue et sur la communauté du renseignement pour démanteler l'opération Chapitos était et reste d'une magnitude sans précédent dans l'histoire récente. Les Chapitos n'ont pas construit une entreprise trop grande pour tomber. Ils ont construit une entreprise tellement destructrice qu'elle a garanti que le gouvernement qui a le plus de ressources dans le monde mette toutes ses ressources dans son démantèlement. Iván Archibaldo Guzmán Salazar a aujourd'hui 42 ans. Il est né avec le nom le plus puissant du trafic de drogue mexicain. Il a grandi au sein du cartel le plus productif de l'hémisphère occidental. Il a hérité d'un empire et l'a transformé en quelque chose de plus grand et plus meurtrier que ce qu'il avait reçu. Il a survécu à un kidnappé qui aurait signifié la mort pour n'importe qui d'autre. Il a dirigé l'une des expansions les plus agressives du crime organisé dans l'histoire récente. Il a forcé la reddition d'un État. Il s'est échappé d'une opération militaire à travers un tunnel. Et aujourd'hui, il ne peut pas dormir. C'est cette dernière image qui condense tout ce qu'il faut savoir sur l'arc de son histoire. Pas l'image de l'homme avec l'or de luxe et le corrido commandé en son nom. Celle de l'homme qui se réveille dans une cachette différente tous les quelques jours et qui regarde les personnes qui sont supposées le protéger, se demandant combien d'entre elles ont déjà vendu les informations sur le lieu où il est. Son père est à Florence, Colorado, regardant le plafond d'une cellule de haute sécurité sans fenêtre vers l'extérieur. Son frère Ovidio est à Chicago, coupable confesse, en attente de condamnation. Son frère Joaquin coopère avec les mêmes procureurs qui portent son nom dans leur dossier. Son entourage immédiat a été systématiquement démantelé. Le cartel qu'il dirige est en guerre interne. Le gouvernement le plus puissant de la planète a 20 millions de dollars à signer à quiconque le trouvera. Le dénouement n'est pas en doute. Les trois portes qui restent sont la capture, l'extradition et la cellule fédérale aux États-Unis aux côtés de son père, la mort aux mains d'une faction rivale qui arrive avant le gouvernement, et une fuite continue dans des conditions qui, chaque mois, ressemblent moins à la liberté et plus à une forme lente de captivité sans mur. Aucune de ces portes ne mène nulle part où Iván Archibaldo voudrait être. L'histoire du crime organisé de haut niveau a toujours la même fin. Ce qui change, c'est le chemin que parcourt chaque homme pour y arriver. El Chapo a pris des décennies. El Mayo a pris 4 ans. Iván Archibaldo a passé assez de temps dans le point de mire pour savoir que le temps n'est pas de son côté. L'horloge ne s'arrête pas. Le dossier ne se ferme pas. La récompense reste publiée. Et quelque part dans les montagnes de Sinaloa, cette nuit, un homme qui ne peut pas dormir le sait mieux que personne. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce récit. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu fais partie de la communauté de récits mafieux. Et cela pour nous a une valeur genuine. Si le contenu t'a semblé intéressant, je te demande de mettre un like, de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, et de laisser ton avis dans les commentaires. On adore lire ce que tu penses, ce que tu aimerais voir ensuite, et comment ces histoires t'arrivent jusqu'au prochain récit.